Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Niamey au Niger ce samedi où il va prendre part au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Avec ses pays, ils lanceront la zone de libre-échange continentale africaine. Le projet vise à approfondir l'intégration économique du continent. Le président du Sénat, Ahoussoukou Diojano, vient de prendre part en Russie au forum sur le parlementarisme. L'objectif de ce forum est de rechercher des solutions législatives efficaces et des réponses aux défis globaux. La coopération parlementaire entre la Russie et l'Afrique est au cœur des échanges. Le président Vladimir Poutine envisage de la renforcer. Une plateforme de 11 partis de l'opposition apporte son soutien au gouvernement ivoirien après l'adoption de la recomposition de la CEI. Il s'agit de l'Alliance ivoirienne pour la démocratie et l'UMPP, l'Union des masses populaires pour la démocratie. Une conférence a été prononcée pour appeler à la paix. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Qui est l'esclave? Qui est le chef? En Côte d'Ivoire, chaque peuple se réclame le chef de l'autre selon l'histoire qui a engendré les alliances. Vous l'avez deviné, nous parlerons dans la page culture de ce samedi des alliances interethniques et quelle est donc l'origine de ces alliances, surtout quelle est leur importance dans la préservation de la paix sociale. Pour en parler, nous avons invité M. Bourlaye Traoré, commissaire général du festival Le Carrefour des Alliés, tenu récemment à Katiola. Ce festival organisé depuis 5 ans entend consolider la paix par le jeu des alliances. Bonsoir, M. Bourlaye Traoré. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, vous venez d'organiser l'acte 5 du Festival des Alliés pour promouvoir le vivre ensemble. Mais votre message porte-t-il sur le terrain? Puisque pour beaucoup aujourd'hui, vous le savez aussi, toutes mes excuses, les alliances à plaisanterie relèvent du passé. Le message porte très bien et les alliances interethniques sont d'actualité et méritent d'être renforcées. Et justement, par le Carrefour des Alliés, vous promouvez ces alliances pour également consolider la paix. Vous nous direz comment justement la paix se consolide par les alliances interethniques. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, M. Bourlaye Traoré. Mais vous restez pour le moment avec nous. Je l'annonçais dans les titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 6 juillet pour Niamey au Niger, où il prendra part au 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, consacré à la zone de libre-échange continental. Cette zone vise à créer un marché unique africain pour les marchandises et les services afin d'approfondir l'intégration économique du continent et d'améliorer les conditions de vie des populations. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, après sa ratification par 22 pays, la phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange sera officiellement lancée ce dimanche 7 juillet lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement examineront également la situation sociopolitique et sécuritaire sur le continent africain. Le président Alassane Ouattara se rendra ensuite à Paris, en France, où il aura des entretiens avec son homologue français, son Excellence Emmanuel Macron, le mardi 9 juillet 2019 au palais de l'Élysée. Et le chef de l'État regagnera Abidjan le mercredi 10 juillet 2019. Voilà, nous continuons ce journal avec cet autre titre très important. Nous l'annoncions, donc notre envoyé spécial Jérôme Kofi Abolé a suivi l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à Niamey ce samedi, où il va prendre part bien sûr au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Et avec ses pairs, ils lanceront la zone de libre-échange continentale africaine. Le projet vise, je rappelle, à approfondir l'intégration économique du continent. L'Union africaine à sa 12e conférence extraordinaire. Sommet accueilli par la capitale nigérienne ce dimanche. À l'instar de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, environ une trentaine, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, vient au rendez-vous. À son arrivée ce samedi à Niamey pour prendre part à cette session, le chef de l'État ivoirien a exprimé sa joie d'être présent au Niger pour une fois de plus se mettre en phase avec tout ce qui touche à l'intégration. Ses pairs l'ayant toujours considéré au regard de son passé très remarqué dans des institutions de Bretton Woods comme l'intégrateur par excellence. Venir au Niger est un immense plaisir, mais venir pour mettre en œuvre la zone de libre-échange continental pour notre Afrique, quelque chose d'essentiel. Vous voyez, nous croyons à l'intégration. Je pense que tout le monde le sait. La première structure d'intégration
En Afrique, c'est le Conseil de l'Entente. Dans le Niger et la Côte d'Ivoire sont membres. Ensuite, il y a eu l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ensuite, la CEDEAO et l'Union africaine. Mais il est clair que nous avions besoin d'aller plus loin au niveau de l'Union africaine. Et je félicite le président Issoufou pour sa détermination. Ça n'a pas été facile de mettre en œuvre ce traité, mais maintenant c'est chose faite. L'Afrique a pris un nouveau départ. Vous savez, sans commerce, il n'y a pas de développement. Mais on doit dire également, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et le Niger est confronté à des difficultés sécuritaires que nous connaissons. Je voudrais présenter mes condoléances les plus sincères au peuple du Niger et dire que ce sont des moments difficiles que nous vivons tous ensemble. Et c'est pour cela qu'à la CEDEAO, nous avons pris l'initiative de demander que l'effort du G5 Sahel ne se limite pas aux pays du G5, mais que nous puissions aller au-delà et tenir compte de l'ensemble de la CEDEAO, parce que ce qui affecte le Niger affecte également la Côte d'Ivoire. Pour terminer, je voudrais saluer cette opportunité d'être à nouveau au Niger. C'est toujours un immense plaisir pour moi et je suis persuadé que ce sommet sera une très grande réussite. Comme l'a souligné le président Alassane Ouattara, la 12e conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine va essentiellement se consacrer au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé la ZLECAf. Pour les dirigeants africains, il s'agit de se donner les moyens adéquats pour la mise en place d'un marché unique en vue notamment du développement des industries sur le continent. Et avant son départ pour le Niger, le président Alassane Ouattara a adressé une lettre de félicitations à son homologue des Comores à l'occasion de leur fête nationale. Le télégramme est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations. J'ai joint des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère des Comores. Je me réjouis de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays, tout en souhaitant qu'elles se développent et se consolident davantage dans l'intérêt de nos populations respectives. Haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, resté sur place ici à Abidjan, a échangé hier avec Catherine Samba-Panza, l'ancienne présidente de la transition de la Centrafrique, et ici dans la capitale économique ivoirienne, dans le cadre d'un forum sur le leadership féminin. L'ex-présidente centrafricaine est allée présenter au vice-président ivoirien sa vision et son engagement à promouvoir le leadership féminin en Afrique. Mama Traoré. Promouvoir le leadership féminin africain, c'est le combat que mène désormais l'ex-présidente de transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza. À la tête de l'Observatoire panafricain du leadership féminin, elle est à Abidjan en qualité d'invitée spéciale de la 2e édition du Forum des femmes entreprenantes et dynamiques. J'ai voulu partager avec les Ivoiriennes mes diverses expériences. Expériences d'anciens chefs d'État, mais également expérience de femmes militantes engagées pour la cause des femmes. J'estime que les femmes ont leur place dans nos communautés, dans nos villes, dans nos pays, mais surtout dans l'émergence de l'Afrique. Les femmes sont des citoyennes à part entière qui ont des potentialités énormes, qui constituent plus de la moitié de la population dans presque tous les pays. On ne peut pas mettre de côté toute cette ressource humaine. Ce serait dommage qu'elles ne s'impliquent pas et qu'elles n'apportent pas leur contribution. Créé en août 2016, l'Observatoire panafricain du leadership féminin est un organe de veille et de promotion des droits de la femme sur le continent. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est aussi entretenu avec la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Elle succède à Pierre Laporte, dont la mission s'est achevée fin juin dernier. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière qui se porte très bien. Pour preuve, depuis 2015, le portefeuille projet est passé de 18 opérations en 2015 à 28 en 2019 et les allocations financières sont passées de 657 millions à plus de 2 milliards de dollars, soit une hausse de 400%.
Je l'annonçais dans les titres, le président du Sénat, Aoussou Kouadio-Jano, vient de prendre part en Russie au forum sur le parlementarisme. L'objectif de ce forum est de rechercher des solutions législatives efficaces et des réponses aux défis globaux. La coopération parlementaire entre la Russie et le continent africain était au cœur des échanges. Le président russe, Vladimir Poutine, envisage de renforcer cette coopération, comme nous l'explique Herman Guivet depuis la Russie. Conférence parlementaire, Russie-Afrique, sécurité internationale, lutte contre la pauvreté, terrorisme, les grandes questions à l'ordre du jour. L'Afrique livre sa vision, sa contribution pour faire ployer le genou au fléau cité. Morceau choisi, Burkina Faso. Venez investir en Afrique. Nous sommes là. Ouvrez-vous à l'Afrique et l'Afrique s'ouvrira à vous. Pour créer plus d'emplois, nous ne serons pas prêts tous les temps à parcourir des milliers de kilomètres pour venir à Russie. Aussi fait que passe. Venez à l'Afrique. Djibouti. Le Parlement de Djibouti mettra très prochainement en place un groupe d'amitié djibouto-russe. Et je m'engage à mettre tout en place pour que ce groupe puisse naître et s'épanouir dans le plus grand dynamisme. Du haut de cette tribune, la Côte d'Ivoire fait également entendre sa voix par le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio-Jano. Tout le travail parlementaire que nous accomplissons s'inscrit dans la redevabilité des populations pour lutter contre les fléaux que sont le terrorisme, le changement climatique, le trafic de drogue et la corruption, mais aussi relever le défi du bien-être de nos populations. Sous l'autorité de leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a pris d'importantes dispositions en matière de sécurité, de politique de jeunesse et écologie, qui sont entre autres les sujets abordés au cours de ces rencontres. Ces efforts et les expériences vécues doivent être au service de la communauté internationale pour un monde de paix et de stabilité. Le Sénat ivoirien, jeune institution parlementaire, entend dès lors jouer sa partition dans un cadre de coopération interparlementaire axé sur les résultats et de la confiance mutuelle. Une intervention saluée à sa juste valeur qui confirme une énième fois l'adhésion de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les fléaux précités. Propositions et perceptions s'enchaînent. Les présidents d'institutions parlementaires sollicitent une plus grande collaboration avec la Russie de Vladimir Poutine. Lorsque Poutine entre dans la salle, standing ovation pour le chef du Kremlin qui n'ira pas par 4 chemins pour exposer sa vision de cette coopération. Les réponses à ces défenses ne seront efficaces que s'il y a une prise de conscience de la part de toute la communauté internationale. Il faut chercher des solutions collectives unanimes dans le cadre de ce monde en pleine transformation. On observe sa multipolarité et certains pays ne veulent accepter cette réalité, ce qui mène à la confrontation. Il existe l'ignorance du droit international, la stabilité stratégique et sa paix. Tout cela entrave notre travail commun. Je suis sûre qu'ici on place dans le centre de notre discussion la souveraineté, le droit des peuples à l'auto-identification. Nous pourrons aboutir à des résultats efficaces. Nous allons ainsi fixer les règles qui seront nécessaires à réaliser cela. Notre but, c'est de lutter contre les changements. Ce n'est pas le refus au progrès. Fin du discours du chef du Kremlin, fin du forum. Les échanges, eux, se poursuivront dans les coulisses. Occasion pour la Côte d'Ivoire, pour chacune des délégations présentes, de faire son propre bilan. Et la Côte d'Ivoire, pays ami à la Russie, demeure le premier pays producteur de cacao avec 35% de la production mondiale. Voilà qui justifie la visite des locaux d'une usine de transformation de cacao par les parlementaires de l'Assemblée nationale francophone venus, je rappelle, prendre part à la 45e session de l'APF à Abidjan. Ils étaient en compagnie de son président Amadou Soumaoro. Reportage Eric Goré. Les parlementaires francophones en Côte d'Ivoire pour participer à la 45e session de l'APF. En plus des travaux, cette occasion permet aussi à ces parlementaires de découvrir les atouts économiques et culturels de la Côte d'Ivoire.
Les voici en compagnie du président de l'Assemblée francophone, Amadou Soumaoro, dans une usine de transformation. La raison est affichée. Je suis très heureux de cette visite qui va leur montrer que la Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, est au travail. Et que nous avons aussi la volonté de transformer nos produits bruts en produits finis ou semi-finis. Cette vision est aussi partagée par les jeunes parlementaires francophones. Je me rappelle très bien que le président de la République, au cours d'un forum, disait que lui ne peut pas comprendre que la Côte d'Ivoire soit à ce niveau de production du cacao et que l'Ivoirien ne soit pas habitué au chocolat. Après cet instant, embarquement pour une visite touristique. À peine installés sur les bords de la lagune ébriée, ces hôtes se sont laissés séduire par l'accueil et les mets du pays. L'accueil est phénoménal. J'ai apprécié chaque moment ici en Côte d'Ivoire. J'ai mangé du riz, j'ai mangé de la langouste, j'ai mangé du poulet, ça m'a plu. La 45e session de l'APF enregistre la présence de 88 délégations issues des différents pays francophones. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la recomposition de la commission électorale indépendante. Une plateforme de 11 partis de l'opposition apporte son soutien au gouvernement après l'adoption de la recomposition de la CEI. Il s'agit de l'Alliance ivoirienne pour la démocratie et l'UMPP, l'Union des masses populaires pour la démocratie. Zadi Guégué, le président de ce groupement, a prononcé une conférence de presse. Il appelle tous les acteurs politiques à consolider la paix. Kolo Koulibaly. Une plateforme de partis politiques d'opposition, l'AID, l'Alliance ivoirienne pour la démocratie et l'UMPP, l'Union des masses populaires, a participé au dialogue avec le gouvernement sur la recomposition de la commission électorale indépendante. Ce regroupement de 11 partis politiques et 6 mouvements de soutien exprime son soutien au gouvernement. Son président Zadi Djedje était face à la presse ce samedi. L'AID et l'UMPP invitent le gouvernement rapidement d'envoyer ce projet-là à l'Assemblée nationale pour que les députés puissent voter la loi, pour qu'on puisse former cette CEI. Et nous voulons participer à ces élections. C'est pourquoi nous apportons notre soutien au gouvernement sur la réforme. Zadi Djedje s'est surtout félicité du caractère inclusif de cette discussion. Il a lancé un appel aux acteurs politiques. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Il faut que nos aînés comprennent que les Ivoiriens aspirent au développement. Les Ivoiriens aspirent à la paix. Après adoption en Conseil des ministres, ce projet de recomposition de la commission électorale indépendante passera ensuite à l'Assemblée nationale pour examen. Et toujours sur la scène politique, 3 groupes parlementaires, à savoir Vox Populi, PDCI, RDA et Rassemblement, ont animé un meeting à Anono dans la commune de Cocody. Les membres de ce groupement parlementaire se sont prononcés sur la confection de la carte nationale d'identité et la recomposition de la commission électorale indépendante. Ahmed Traoré, Kolo Koulibaly pour plus de détails. Le PDCI, RDA, le Rassemblement et Vox Populi, 3 groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale et qui décident de fédérer leurs énergies. Le but de ce meeting, manifester contre la décision du gouvernement de confectionner la carte nationale d'identité à 5 000 francs CFA. Ne dites pas qu'Ivoirien aime cadeau. Alors quel Ivoirien pourrait dire aujourd'hui qu'il ne voudrait pas que l'établissement de sa carte nationale d'identité soit supporté par le budget de l'État? Au meeting d'Anono, les 3 groupes parlementaires ont demandé au gouvernement d'ouvrir des voies pour des discussions en vue de la recomposition de la commission électorale indépendante. Les organisateurs prévoient d'autres activités sur ces 2 points. Loin du terrain politique, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité équipe la police nationale. Les hommes en tenue ont reçu 98 véhicules pour accomplir leur mission de sécurisation des biens et des personnes. Les engins ont été remis par le ministre Sidiki Diakité. Reportage Michel Digré. C'est une dotation qui donnera un autre coup d'accélérateur à la lutte contre la criminalité dans toutes les localités du pays.
Une action qui vient renforcer le dispositif sécuritaire déjà mis en place par la police nationale. La redynamisation des comités consultatifs d'éthique, CCE. Le déploiement des groupements mobiles d'intervention dans les préfectures de police de l'intérieur. La création des sections régionales de la police criminelle ont permis à la police nationale d'obtenir des résultats satisfaisants tant dans la prévention que dans la répression de la criminalité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est formel. Il faut consolider les acquis et rendre plus opérationnels et efficaces les services de police. La Côte d'Ivoire a décidé, le président de la République en a donné les instructions, de faire en sorte que nous ayons une police moderne et une police moderne qui devra se hisser au niveau des meilleurs standards internationaux. Ce sont 98 engins sur 174 qui ont été remis aux différents districts, commissariats et services de police. Bientôt, la TNT, la télévision numérique terrestre, va voir le jour à Bouaké. Pour mieux s'imprégner de l'avancée des travaux des locaux devant abriter la TNT, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, avec à ses côtés le directeur général de la Société ivoirienne des télédiffusions IDT, ont effectué une mission dans la région. Le reportage de Guénéba Ouattara est commenté pour vous par Soro Corona. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, visite les installations du centre émetteur de Bouaké. Il était accompagné du directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, Yeo Benoît, structure qui aura pour mission d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. Pour les téléspectateurs, une fois que vous avez le kit de réception, c'est-à-dire le décodeur et l'antenne, vous l'avez acquis pour tout le temps. Il n'y a plus de question d'abonnement. Ensuite, vous avez une multitude de choix de chaînes. Vous savez bien que l'espace audiovisuel est ouvert en Côte d'Ivoire, donc vous allez avoir les chaînes privées qui vont arriver sur le territoire. Donc vous avez la possibilité de choix de regarder toutes ces chaînes-là. Ensuite, vous savez qu'en temps d'intempéries, donc vous avez des coupures, etc., etc. Mais avec la TNT, il n'y a aucune perturbation du signal. Mais comment bénéficier de la TNT dont le lancement à Bouaké est prévu dans un mois? Nous prenons en compte les anciens téléviseurs avec un décodeur et une antenne. Aujourd'hui, vous partez dans le commerce, vous allez voir qu'on appelle des téléviseurs TNT, donc les décodeurs intégrés à l'intérieur. Vous achetez uniquement l'antenne, vous la connectez, vous zappez, vous allez trouver en tout cas toutes les chaînes qui sont sur la TNT. Cette visite du ministre dans les locaux du centre émetteur pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux relatifs à la TNT, télévision numérique terrestre. Au mois de février de 2019, cette année, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'ouverture du signal de la TNT en Côte d'Ivoire. C'était une initiative qui nous lançait de fait dans l'ère du numérique en Côte d'Ivoire, et ceci à Bobo, à Abidjan. Donc avec ce signal lancé à Abidjan, nous avions la capacité de couvrir 25% de la population ivoirienne, c'est essentiellement habitant dans le district autonome d'Abidjan. Et donc le site de Bouaké fait partie des nombreux sites qui restent à ouvrir, et nous sommes venus prendre le pouls de l'avancée des travaux sur ce site, et j'ai beaucoup de satisfaction de constater que les équipements sont sur place. Et il ne reste que la phase de pré-câblage et de câblage pour pouvoir rendre ce dispositif définitivement opérationnel. Le ministre Sidi Touré et sa délégation ont marqué un arrêt également dans les locaux du RTU Bouaké pour échanger avec le personnel. Sur place, occasion leur a été donnée pour expliquer la TNT aux populations à travers des enregistrements télé et radio. 35 sites seront visités avant juin 2020, date du basculement vers le numérique, d'où l'appel aux populations de s'approprier les kits TNT. Nous restons dans la région de Gbeke où la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukoni, a procédé sur place à Sakassou, dans la région de Gbeke, à l'inauguration d'une radio. Et cette radio se positionne comme un canal devant contribuer à la cohésion et à la paix, comme nous l'explique Kader Sogodogo. Radio Walebo retrouve de la voix. Une invitée de marque dans le studio. C'est seulement au prix de la paix que nous pouvons obtenir le développement. C'est seulement au prix de la paix que les investisseurs
ont confiance à la Côte d'Ivoire. C'est au prix de la paix et de la stabilité que nous pouvons réaliser des projets pour les jeunes. C'est au prix de la paix et de la stabilité que nous pouvons réaliser des projets pour les femmes. C'est au prix de la paix et de la stabilité que nous pouvons réaliser le développement. Un nouvel émetteur de 1000 watts, du matériel technique, une rénovation du bâtiment et surtout une nouvelle mission. Cimenter durablement la cohésion sociale et la paix dans tout le département de Sakassou. Une nouvelle mission rendue possible grâce au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à travers le programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale PARIX. Les attentes sont nombreuses. Les radios locales ou radios de proximité, que sont les radios communautaires, les radios régionales, les radios communales, constituent un espace pertinent dans le contexte actuel de la consolidation de la paix pour plusieurs raisons. D'abord, aider les populations à accéder à l'information juste. Ensuite, éduquer les populations sur leurs droits fondamentaux. Faire également la promotion de la culture de la paix en vue d'éradiquer la violence comme recours pour la résolution des conflits. Gestionnaire au quotidien de cette radio communautaire, la mairie de Sakassou salue cette vision gouvernementale. En présence des autorités administratives et au nom des élus et des populations dans toutes leurs composantes, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements et notre infinie gratitude pour cette marque d'estime et d'attention à notre endroit. N'oubliez surtout pas d'aller dire au président de la République que nous l'aimons aussi en tant que président de la République, de lui dire merci de la part des populations de Sakassou. La radio Walebo de Sakassou, qui émet sur la fréquence 93.6, pourra désormais être captée dans un rayon de plus de 50 km à vol d'oiseau. Nous partons à présent pour la France, où la Côte d'Ivoire a signé à Strasbourg la convention Medicrime. C'était au Conseil de l'Europe qui a élaboré une convention internationale qui constitue pour la première fois un instrument juridique contraignant dans le domaine du droit pénal en criminalisant la contrefaçon, mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans autorisation ou en violation des normes de sécurité. Hamza Diaby, envoyé spécial en France. C'est officiel, la Côte d'Ivoire signe la convention Medicrime. Désormais considéré comme un crime, le trafic de faux médicaments sera sévèrement puni dans le pays. Nous sommes passés déjà suffisamment par une phase de sensibilisation. On va d'ailleurs continuer. Il faut passer à la phase de répression dans le cadre d'une coopération régionale et internationale. Tout le gouvernement ivoirien qui, comme chacun le sait, s'est engagé pour un système de santé performant. Pour faciliter cette lutte contre les médicaments falsifiés et rendre plus efficient le système sanitaire en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a décidé de mettre en place un cadre de collaboration et de coopération entre les acteurs du système pharmaceutique français et ceux du système ivoirien. Nous avons abordé le problème de la santé en Côte d'Ivoire et particulièrement ce qui constitue un peu des priorités chez nous. Il s'agit notamment du financement de la santé, il s'agit de la sécurité sanitaire universelle, il s'agit également des problèmes de recherche, il s'agit de problèmes de gouvernance, de gestion du système de santé. Du ministère français des Solidarités et de la Santé à la Fondation Chirac, en passant par l'Agence nationale de la santé et du médicament, Expertise France, la Haute Autorité de Santé et l'AFD, tous ont été visités, tous sont unanimes. La Côte d'Ivoire mérite d'être accompagnée dans sa volonté d'offrir des soins de qualité à ces populations. Nous avons discuté avec Monsieur le ministre de la Santé de comment nous pouvons aller plus loin sur un certain nombre de sujets très concrets comme les faux médicaments, comme l'organisation des systèmes de santé de base pour l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et donc nous serons très heureux de continuer à travailler, à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa réforme des systèmes de santé. Au cours de ces 72 heures d'offensive sanitaire, le ministre Aka Ouele et sa délégation
délégation ont pu identifier des perspectives de collaboration qui bénéficieront aussi bien à la future autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qu'à la Commission nationale d'assurance maladie et à l'UFR des sciences pharmaceutiques. Le programme social du gouvernement est donc bien en marche avec le secteur de la santé qui en est un élément essentiel. Et autre fait à saluer donc dans le secteur de la santé, le conseil régional de l'Indénié-Guablin a fait don d'une ambulance au centre de santé rural de Yobokro, c'est dans le département d'Agny-Bilekro. Ce don devrait permettre aux populations d'évacuer dans de bonnes conditions les malades au CHR d'Agny-Bilekro. La correspondance sur place d'Herman Niamien. C'est un soulagement pour les populations du village de Yobokro. Elles n'auront plus à parcourir les 18 km de pistes pour évacuer les malades sur Agny-Bilekro. Le centre de santé rural du village vient de recevoir du conseil régional de l'Indénié-Guablin une ambulance flambant neuve. Heureuse de recevoir ce don, les populations et le corps médical rappellent les difficultés qu'ils vivaient. Il fallait prendre les ballages sur des motos pour arriver au centre de santé. Et arriver ici, il faut appeler à Agny-Bilekro pour qu'il ait un taxi pour venir chercher le malade. Il y a des fois où même les voitures qui transportent les produits, voilà, tels que le cacao, le café, anacarde, par moments c'est dans les camions là, on montait pour pouvoir évacuer nos dames. C'était vraiment très pénible. Le président du conseil régional de l'Indénié-Guablin, Pascal Kwakwa-Binan, indique qu'en plus de cette ambulance, de nombreux projets sont en vue pour ce village de plus de 1000 âmes. Ce que nous faisons à Yobokro, on doit le faire dans les autres villages. On a commencé. On a promis un collège de proximité ici qui va se faire. S'il plaît à Dieu, avant la fin de l'année, les travaux vont commencer. Pascal Kwakwa-Binan invite les populations à entretenir ce véhicule afin qu'il reste longtemps à leur disposition. À l'endroit du corps médical, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale rappelle que cette ambulance n'est pas un véhicule de service. Par conséquent, précise-t-il, il ne doit servir à faire les courses. Le ministère de l'Éducation nationale, également très actif sur le terrain, a équipé des groupements agricoles mobilisés autour des cantines scolaires. Au nombre de 50, ces groupements ont reçu du matériel agricole d'une valeur de 125 millions de francs CFA des mains de la ministre Kandia Camara. Marcelin Classèche-Coléa, pour le reportage. 24 mototricycles, 5 broyeuses, 6 décortiqueuses de riz et 15 kits de matériel agricole. Le tout d'une valeur d'environ 125 millions de francs CFA mis à la disposition des 50 meilleurs groupements mobilisés autour des cantines scolaires. Pour la ministre Kandia Camara, cette action vise à dynamiser la politique d'alimentation scolaire menée par la direction des cantines scolaires. Je souhaite vivement que ce matériel contribue effectivement et efficacement à accroître la performance de vos groupements en vue de permettre la pérennisation des cantines. De cela dépend, vous vous en doutez, l'avenir de nos enfants et de la condition essentielle de l'émergence à laquelle nous aspirons tous. Coopérative dédiée à la cause de l'éducation, ces groupements approvisionnent chaque année les cantines scolaires de Côte d'Ivoire d'une part importante de leur production agricole. Avec ça, nous pourrons aller au champ. Après ça, nous pourrons nous déplacer pour aller voir les autres campements, les autres groupements aussi et les sensibiliser pour continuer à travailler. Depuis 1989, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans un vaste programme de développement des cantines scolaires soutenu par le Programme alimentaire mondial. Pour son plan stratégique 2019 à 2023, le PAM prévoit accompagner 2000 groupements agricoles afin d'appuyer les efforts de la Côte d'Ivoire. À ce jour, plus d'1 million d'enfants bénéficient des cantines scolaires, selon la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les États se préoccupent aussi de notre environnement. 22 pays membres de la Convention d'Abidjan qui assurent les dispositions légales et juridiques pour une meilleure protection des zones côtières ont signé et adopté un protocole d'accord à l'occasion de la 2e conférence des plénipotentiaires sur la gestion de l'environnement en Afrique. Ce protocole devrait améliorer 4 points cruciaux et favoriser un impact réel des États dans l'application des termes de cette convention. Explication avec Franck Quadio. Signature du protocole d'accord.
22 pays dont la Côte d'Ivoire constituant la Convention d'Abidjan renforcent le cadre juridique pour la protection, la gestion du milieu marin et côtier du versant atlantique de l'Afrique. Nous sommes à la deuxième conférence relative à la mise en valeur des zones de l'Atlantique et de l'Afrique de l'Ouest. Ces protocoles dits additionnels portent sur la pollution due aux activités terrestres, les normes environnementales liées aux activités pétrolières, la gestion des zones côtières et celle de la mangrove. Nous avons une crise à laquelle nous assistons. Les écosystèmes marins et côtiers sont fortement dégradés. La qualité de l'eau est dégradée. Il est temps aujourd'hui de transformer cette crise-là en opportunité. 4 protocoles signés par chaque plénipotentiaire à cette convention d'Abidjan. L'aboutissement de long processus adopté par les parties depuis mars 2017 lors de la COP 12, date depuis laquelle la Côte d'Ivoire préside cette conférence. Plus de 71% de la surface de la Terre est constituée par la mer et les océans, selon les Nations Unies. En Afrique, 51% de la population vit en zone côtière. 500 000 personnes sont victimes d'inondations, par exemple. Malheureusement, ce n'est qu'après des accidents ou catastrophes que nous prenons conscience des risques encourus. Il nous faut comprendre, par exemple, que les transports maritimes doivent être régulés au regard de la sécurité des navires et de l'environnement. D'où l'importance d'un tel protocole relevé par l'invité de marque de cette deuxième conférence, le roi de Grand-Bassam Nana Montanoui, dont les populations vivent en zone insulaire. La Convention d'Abidjan depuis 1981 se focalise sur les solutions telles l'économie bleue, la planification des villes côtières et la lutte contre l'érosion. Et la CAN se poursuit demain dimanche. 2 rencontres à l'affiche. Madagascar sera face à la RD Congo et l'Algérie rencontrera la Guinée. Et n'oubliez pas, le lundi 8 juillet, notre pays, la Côte d'Ivoire, rencontrera le Mali. On prie donc et on croise les doigts pour la victoire des éléphants. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans cette édition. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve M. Bourlaye Traoré. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le commissaire général du festival Le Carrefour des Alliés, organisé depuis 5 années maintenant à Katiola. Alors vous nous direz en quoi les alliances peuvent consolider la paix en Côte d'Ivoire. Mais avant, dites-nous en 2 mots pourquoi et comment ces pactes ou alliances sont nés. Alors ces pactes sont nés de la volonté de nos ancêtres, qui, dans leur volonté d'instaurer un climat de paix et de convivialité entre eux, ont décidé de sceller ce pacte de non-agression, et parce que c'est la condition sine qua non pour que les gens puissent vivre en parfaite harmonie. D'accord. Qui est l'esclave? Qui est le chef? En tout cas, grâce à votre festival, vous avez réussi à réunir sur un même plateau des peuples alliés du côté de Katiola. Et le festival Le Carrefour des Alliés fait le loge de la paix. C'est tout le sens et l'intérêt des alliances interethniques que nous explique Franck Quadio. On va regarder son reportage et on en reparle. Des jeunes formés par l'UNESCO à Grand-Bassam pour prêcher la cohésion par les alliances interethniques. Voilà, s'allier, c'est accepter, c'est s'accepter en fait. Voilà. Donc quand on s'accepte, il y a certaines choses qu'il faut pardonner. Le système des alliances interethniques adopté même par les Nations Unies aujourd'hui pour le règlement des conflits, c'est que cette démarche a fait ses preuves. Notre pays a connu des problèmes il y a pas très longtemps et nous pensons que les alliances interethniques ont contribué fortement à atténuer les problèmes que nous avons connus. Et nous avons des témoignages précis. La cohésion sociale par les alliances interethniques, certaines organisations prennent leur bâton de pèlerin depuis plusieurs années. Le credo du Festival des Alliés, 5e édition dans la ville de Katiola. Objectif, sensibiliser et maintenir la flamme. Cette édition se déroule dans un contexte de réconciliation entre Malinké et Tagbana, des communautés récemment minées par des dissensions. Ce festival, certes, a baissé le rideau le 15 juin dernier, mais aura atteint son objectif, renforcer et enfoncer à nouveau les portes déjà entrouvertes de la cohésion. Un défi désormais que ce festival entend pérenniser. La jeunesse aujourd'hui ne sait pas. Entre vous, le sang ne doit pas couler. Ça, c'est pas bien. Ils ont fait couler. Donc, on va régler ça.
Alors dites-nous, M. Bourlaye Traoré, quels sont les peuples alliés qui ont pris part à ce festival et pourquoi le choix des Katiola depuis 5 ans? Alors je voudrais déjà commencer par le choix de la ville de Katiola. Katiola, c'est un véritable carrefour de la pratique des alliances interethniques. Vous avez dans la région du Ambol 3 communautés autochtones, que sont les Tagwana à Katiola, les Djimini à Dabakala. Vous avez également les Mangoro qui sont à Katiola et naturellement disséminés également à travers également la région du Ambol. Ces 3 peuples, 2 de ces 3 peuples sont alliés aux Tagwana. Il s'agit des Djimini et des Mangoro. Donc à partir de là, nous estimons que il est rare de trouver dans notre pays une région dans laquelle vous pourrez avoir les peuples autochtones qui entretiennent des relations d'interalliés. D'accord. Alors, pourquoi le choix précisément d'Atienka pour cette 5e édition? Alors, Atienka, c'était pour nous une opportunité d'aller partager avec ces populations qui ont été meurtries dans le mois d'août parce que victimes d'une descente punitive des jeunes qui sont arrivés de Katiola, précisément du quartier du Labougou, qui sont allés incendier ce village à la suite de la disparition d'un des leurs. Donc il y a eu un conflit qui est survenu? Alors, un conflit, pas un conflit en tant que tel, parce que l'information ayant été reçue par les jeunes du Labougou que Atienka a disparu l'un de leurs frères, ils sont tout de suite allés là-bas. Et sur place, ils ont essayé d'en savoir davantage. Malheureusement, les informations qui partaient ça et là ne leur ont pas permis de retrouver le jeune. Alors finalement, ce qu'ils ont choisi comme option, c'était vraiment de brûler près de 200 cases de ce village. Et plus tard, on s'est rendu compte qu'en réalité, Atienka n'était en rien coupable de cette situation, mais c'était plutôt un autre village qui avait commis l'acte. Alors comment, par le jeu des alliances, vous avez réussi à ramener la calmie? Alors donc, nous, il y a eu des initiatives qui ont été prises, d'abord au niveau local, mais même au niveau de la nation. Les autorités sont allées là-bas, mais nous avons une ONG. Nous avons également une tribune d'expression des alliances interethniques que nous considérons comme étant l'un des formidables moyens vraiment de rapprochement des peuples. Alors donc nous avons estimé que pour cette édition, il fallait apporter notre pierre à la consolidation de cette paix dont Atienka avait besoin, dont la région du Ambol avait besoin. Donc c'est pourquoi nous avons choisi la région Atienka comme le lieu de démarrage des activités de cette année. Et les populations étaient réceptives, elles se sont laissées entraîner par ce jeu des alliances sur place? D'accord. Les populations sont sorties massivement pour accueillir nous autres. Il y avait la représentante du bureau de l'UNESCO qui était là, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO qui était là. Ils sont sortis massivement pour nous accueillir, pour témoigner de leur volonté vraiment de prouver qu'elles sont à même de surpasser ces difficultés. Mais je voudrais indiquer ceci. C'est un processus qui a commencé. C'est un processus qui a commencé parce qu'il s'agissait pour nous, vraiment, comme je l'ai dit, d'aller là-bas et de leur témoigner de notre soutien. Donc c'est un processus qui a commencé et ça va se poursuivre cette année et certainement jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce que nous parvenions. Sur les alliances. Tout à fait. Donc, comme vous soutenez les alliances, pour vous, ces alliances sont toujours d'actualité et pourraient jouer un rôle dans la consolidation de la paix. Comment est-ce possible dans toute la Côte d'Ivoire? Alors, les alliances interethniques sont des valeurs qui, qu'il faut le reconnaître, ont fait leurs preuves. On fait leurs preuves parce que les communautés qui sont voisines, qui ont appris à vivre ensemble, ont su partager des vrais moments de bonheur dans la pratique de ces alliances interethniques. Parce qu'en fait, lorsque les peuples sont interalliés, il est clair qu'ils sont régis par un pacte de non-agression. Et ce sont des pactes qui ont été scellés par leurs ancêtres et les pactes qu'ils n'ont pas le droit de transgresser. À partir de ce moment-là, celui qui transgresse ces pactes, il est clair qu'il s'expose à la sanction de la communauté. Donc, cela a permis vraiment au peuple de vivre en parfaite harmonie jusqu'à aujourd'hui.
Et même aujourd'hui, on sait qu'au nom des alliances interethniques, enfin, quel est l'apport, dites-nous concrètement, l'apport des alliances dans le règlement des conflits? Prenons le cas de Béoumi, où un conflit est survenu dernièrement. Comment est-ce que, par le jeu des alliances, on pourrait asseoir véritablement la paix dans cette partie ivoirienne? Alors, à Béoumi, vous avez deux communautés qui se sont affrontées, qui ne sont pas à l'origine des alliés. Il s'agit d'un côté des Djoula, en fait, ce qu'on appelle communément les Djoula, une appellation qui regroupe les Sénoufo, les Koyaka, les Odinika, bref, toutes ces populations qui viennent du nord. Et de l'autre côté, vous avez les Baoulés. Les Baoulés sont alliés aux Andor. Et les Andor sont également alliés aux Sénoufo. Naturellement, si nous sommes en face d'une situation de conflit ou en face des prémices d'une situation de conflit, je pense qu'en impliquant ces alliés, ces communautés qui sont alliées à ces deux peuples, on peut parvenir à prévenir ces conflits, on peut parvenir également à régler ces conflits s'ils surviennent. Donc je veux dire que l'allié qui parle à son allié, il a l'obligation de l'écouter. Et l'autre parle aussi à son allié. L'autre parle aussi à son allié, il a l'obligation de l'écouter. Quelle que soit la gravité de la situation, l'allié est tenu de ne pas manquer, de ne pas offenser son allié quand il vient lui demander pardon d'arrêter une situation qui est survenue. Les Andor sont là. Vous avez en mission. Donc. Ils sont en mission. On peut les mettre en mission. Il y a également même les Yakuba qui sont alliés aux Sénoufo, comme les Gourous qui sont alliés aux Sénoufo, mais qui ne sont pas forcément alliés aux Baoulés. Peuvent eux aussi à leur niveau essayer de parler aux Sénoufo, donc aux Djoula, pour leur dire, mais écoutez, la paix n'a pas de prix, il faut sauver la paix à coup sûr, quel que soit ce qui va se passer, il faut éviter d'aller à l'affrontement. Je pense que quand on les implique à un niveau important, il n'y a pas de raison que les alliances interethniques ne nous permettent pas vraiment d'atteindre des résultats notables en matière de réconciliation. Vous êtes Sénoufo, vous connaissez bien l'histoire des Sénoufo et des Gourous. Oui, mais nous, on a toujours été les chefs des Gourous. Naturellement, il y a des mythes qui sont développés ça et là autour de toutes ces questions qui laissent croire que il y a beaucoup de versions. Mais ce qui est important, qu'il faut retenir, c'est que ces peuples ont accepté de tisser un pacte de non-agression mutuelle. Et c'est ce qui est fondamental. Eh bien, moi, je vous apprends qu'au nom de l'histoire des alliances, les Gourous, vous le savez, mais vous voulez vous taire là-dessus, ont toujours été les chefs des Sénoufo. Et ce soir, la preuve est là. En tant que capitaine de ce JT, je vous ordonne de terminer ici le débat et je vous ordonne également de ne plus prononcer un seul mot. C'est la fin de ce journal. Alors, le micro. Vous l'avez compris. Et n'oublions pas, vous l'avez entendu, promouvons la paix partout. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Demain, vous serez en compagnie de Delphine Gla pour l'édition du soir à 21h15.